Bienvenue à tous les curieux. Bonsoir Tom, comment vas-tu? Si le grand public connaît le nom de Roger Donaldson, c'est souvent pour le film Cocktail avec Tom Cruise. Les serveuses voudront jamais. Elles me haïssent. Attends de leur avoir filé des morpions. Tu sauras ce que c'est que la haine. Qui n'est pas un chef-d'œuvre loin de là, mais qui a acquis le statut d'œuvre culte pour quelques scènes marquantes. Vous là, redites ce que vous voulez. Un martini! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les fans de SF peuvent aussi connaître le réalisateur australien pour La Mutante, un film de science-fiction légèrement horrifique et érotique mettant largement en avant la plastique de Natasha Henstridge. Les plus cinéphiles pourront aussi citer Le Bounty avec Mel Gibson et Anthony Hopkins, La Recrue avec Al Pacino et Colin Farrell. Mais il arrive de temps à autre, quand les instructeurs croient distinguer un crack, que cet oiseau rare devienne agent spécial. Le Pic de Dante avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton, 13 jours avec Kevin Costner, Burt Munro, Sable mortel ou même Braquage à l'anglaise. Mais franchement, tu nous vois braquer des banques comme Bonnie and Clyde. Très peu, même parmi les cinéphiles les plus assidus, seront capables de citer ce qui demeure encore aujourd'hui son meilleur film. Est-ce que vous croyez me faire peur? Arrête tes conneries! Ça suffit. Un pur chef-d'œuvre porté par un casting 5 étoiles, un scénario machiavélique, Tu sais que je travaille pour Bryce. Bien comme ça, nous sommes deux. une musique, une photographie et une réalisation au cordeau, mais hélas un bijou totalement oublié. Putain, c'est ridicule, vous savez tout ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Sens unique. Dans la carrière du jeune Roger Donaldson, Sens unique, ou en VO No Way Out, arrive après 10 ans de réalisation et c'est son 6e film. Si j'ai bien compris ton message, tu aimerais faire partie de notre équipe, pas vrai? Ses 3 premiers longs métrages, Sleeping Dogs, sorti en 1977, Nutcase en 1980 et Smash Palace, sorti en 1981, sont inconnus en Europe. Mais les choses vont changer en 1984 avec Le Bounty. En clair, tu me demandes de prendre la tête d'une mutinerie? Porté par Mel Gibson dans le rôle de Fletcher Christian, Laurence Olivier, Edward Fox, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson et surtout Anthony Hopkins, le film n'est pas un succès au box-office, mais montre allègrement le talent de Donaldson et sa faculté à pouvoir tenir un tournage qui s'est avéré très long et particulièrement compliqué, notamment à cause d'une météo pour le moins capricieuse aux antipodes. Nous irons donc au vent jusqu'en Jamaïque en passant par le Cap Horn. C'est une énième adaptation de l'histoire vraie de la mutinerie qui a eu lieu dans le Pacifique Sud sur le HMS Bounty en 1789. L'histoire a été narrée entre autres par Jules Verne, Robert Merle et Richard Hughes. Elle a aussi inspiré Lord Byron et Samuel Taylor Coleridge et a déjà été adaptée au cinéma avec en vedette Errol Flynn, Clark Gable ou même Marlon Brando. Pour saisir la situation, capitaine Grittam, il est essentiel de savoir qui étaient les mutinés à bord du vaisseau. Et ce ne sera pas la dernière fois, loin de là, que Roger Donaldson signera ce qu'il convient d'appeler un remake, ou plus simplement la nouvelle version d'une histoire qui avait déjà été portée à l'écran. Mon équipe, je préfère la choisir moi-même. Signera notamment le remake de Guet-apens de Sam Peckinpah en 1994, mais surtout Sens unique en 1987. Et vous, en tant qu'officier de carrière, êtes étranger à ce panier de crabes. C'est pourquoi je vous ai choisi. En effet, cette histoire qui provient d'un roman de 1946, The Big Clock, ou en français Le Grand Horloger, écrit par Kenneth Fearing, avait déjà été adapté par Hollywood sous le titre La Grande Horloge, réalisé par John Farrow en 1948. Ray Milland in a preview of his forthcoming Paramount picture, The Big Clock. En France, Alain Corneau, qui n'avait pas obtenu les droits, en avait fait un remake officieux avec Yves Montand en 1976, Police Python 357. Mais l'assassin est un type très violent. Il lui a fait éclater le crâne. Mais le plus intéressant avec le film de Roger Donaldson, ce n'est pas que l'histoire ait déjà été filmée, car au fond, c'est très souvent le cas, mais les modifications que le scénariste Robert Garland a opérées au niveau du cadre général de l'action. Allez avec Scott, vous familiariser avec le Pentagone. Oui, monsieur. En effet, le roman original et son adaptation de 1948 se déroulent dans le milieu du journalisme new-yorkais. Alain Corneau a décidé quant à lui de changer les personnages principaux en policiers et de situer son intrigue à Orléans. Je ne l'ai pas tué. Alors qui? L'autre? Tandis que Garland, le scénariste de Sens unique, a eu l'idée de génie de transposer l'intrigue dans les arcanes du pouvoir à Washington et plus précisément dans le bureau du ministre de la Défense et au QG des services secrets de la Marine, alors que les États-Unis sont en pleine guerre froide. Vous connaissez ce nouveau sous-marin, le Fantôme? Oui, monsieur. Cela apporte une énorme plus-value car à l'intrigue policière qui s'articule autour du meurtre d'une jeune femme, ce qui constitue le point central du roman, s'ajoutent des luttes de pouvoirs intestines au sein d'un cabinet ministériel. Le sénateur Duval est motivé par une absurde soif de puissance.
Ça serait du plus haut comique si cela n'était pas aussi dangereux. De la vengeance bassement politicienne, de l'espionnage au sommet de l'État et de la manipulation de personnes à rendre jaloux Alfred Hitchcock et John le Carré en personne. Le fantôme est un projet de sous-marin invisible au sonar. Sans oublier Yuri, un personnage à la fois central et hautement symbolique dans l'histoire et qui peut largement s'apparenter au Kaiser Soze de Usual Suspect. Qui c'est Kaiser Soze? Tant son aura et sa réputation ont dépassé depuis longtemps la moindre preuve de son existence tangible. Qu'est-ce que tu espérais faire? J'essayais d'obtenir des informations à propos de Yuri. L'histoire est un flashback. Elle est racontée par le capitaine Tom Farrell, incarné par Kevin Costner, un officier de la marine américaine appartenant au service secret. Je suis certain que le commandant Farrell est sur le point de se mettre à table. Il est en uniforme et il est blessé au bras. Deux hommes en costume et à l'air patibulaire l'interrogent dans une pièce pourvue d'une glace sans teint. Comment avez-vous rencontré le ministre de la Défense? Pas dupe du tout, il demande aux hommes quand est-ce que celui qui l'observe derrière le miroir sortira de sa cachette. Il va rester enfermé dans ce placard. Puis il finit par livrer sa version de l'histoire. Il y a plusieurs mois, Farrell était encore officier en mer, mais il s'est brillamment fait remarquer pour son courage après avoir sauvé la vie d'autres marins alors que leur bateau essuyait une tempête et que ces derniers étaient restés sur le pont. Peu avant cet exploit, il s'est vu invité à une réception, en fait une célébration électorale où l'un des invités les plus en vue était David Bryce, incarné par Gene Hackman, le ministre de la Défense. Mes respects, monsieur, et mes félicitations. Tout le monde ici semble se réjouir de votre réélection. Farrell fut présenté à Bryce par Scott Pritchard, joué par Will Patton. Pritchard est le conseiller privé du ministre, mais c'est aussi un ami de Farrell depuis l'université. Tom et moi avons fait nos études ensemble. David Bryce a besoin d'un agent de liaison entre son ministère et les services de renseignement. Et Pritchard pense que Tom Farrell serait l'homme idéal pour ce poste. Monsieur le ministre, voici le commandant Farrell, l'officier dont je vous ai parlé. Il a déjà travaillé pour le Conseil d'État et a fait partie de l'intelligence navale. Farrell finit par accepter par amitié envers Pritchard, mais non sans quelques réticences. Cette place le mettant en porte-à-faux vis-à-vis de la marine américaine. Il est toujours aussi charmant? Au cours de cette même soirée, Tom rencontre Susan Atwell, incarnée par Sean Young, une femme aussi belle qu'intelligente. Vous êtes plutôt cynique. Seulement dans les grandes occasions. Ils ont une liaison et très vite leur relation devient sérieuse, au point que Susan présente Tom à sa meilleure amie Nina. Nina, Tom, Nina. Tu vas chez moi, le chauffeur qui conduira. Elle est dithyrambique dans sa description de Farrell et semble amoureuse de lui. Ils passent même un fabuleux week-end en amoureux, dormant à l'hôtel et faisant du voilier comme dans le plus beau des contes de fées. C'est la lune de miel? Dehors. Merci. Mais il y a une ombre au tableau, une ombre gigantesque. Susan Atwell est en effet la maîtresse d'un homme puissant et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle se trouvait à la réception où elle a rencontré Tom. Accessoirement, c'est cet homme d'État qui paye le loyer de l'appartement où elle loge. Mais bon Dieu, pourquoi dois-tu sortir avec lui? Il adore m'exhiber en public. Malheureusement, son amant frappe à la porte alors que Susan et Tom viennent juste de rentrer de leur week-end idyllique. Susan prie alors Farrell de sortir par derrière et lui jure que c'est lui qu'elle aime. D'ailleurs, elle compte rompre avec son puissant amant dès ce soir. Je te jure, je vais le quitter. Je t'aime, idiot. Tom Farrell s'exécute bon gré mal gré et sort par derrière puis fait le tour. Le porche de la porte d'entrée est alors éclairé et il remarque que l'amant de Susan n'est autre que David Bryce, le ministre de la Défense, mais surtout son patron. Il m'a vu entrer. Bryce remarque la silhouette de l'homme, mais comme ce dernier n'est pas éclairé par un réverbère, il ne reconnaît pas Farrell. Susan ouvre à David Bryce et une dispute très violente s'ensuit. Espèce de salaud, tire-toi! En effet, ce dernier reproche à Susan de coucher avec un autre homme alors qu'il paye gracieusement la jeune femme pour avoir l'exclusivité de ses faveurs. Sale pute, c'est moi qui paye le loyer. Elle lui annonce qu'elle le quitte et fou de colère, il lui assène une gifle alors qu'ils sont au premier étage d'un duplex. En tout cas, c'est pas un salaud comme toi! Suzanne bascule alors par-dessus la rambarde et chute sur une table en verre. La jeune femme meurt sur le coup. Bryce retrouve ses esprits et pleure à chaudes larmes. C'était un accident, se lamente-t-il. Il appelle Pritchard qui vient à sa rescousse. Je crois que j'ai tué Suzanne. Le ministre pense à se rendre et à tout avouer à la police, mais son conseil l'en dissuade, arguant que cela compromettrait plus qu'un seul homme. Tout le gouvernement serait éclaboussé par une telle affaire. Tu souhaites que la presse crée un nouveau scandale? Pritchard préfère mettre la mort de Susan Atwell sur le dos de son autre amant, le mystérieux homme avec qui elle a passé tout le week-end et celui qui a vu David Bryce devant la porte de Susan. Une excellente façon de le retrouver et de le mettre au secret pour un long moment. Mais David demande alors à Scott comment justifier que les services secrets enquêtent sur un kidam, même si ce dernier est accusé d'un meurtre. Pritchard trouve alors la réponse idéale à cette question, parce que l'homme qui a tué Susan Atwell, son amant, n'est autre que Yuri. Nous ne pourrons démasquer Yuri qu'à travers ses rapports avec cette femme. Yuri est une sorte de mythe au sein des services secrets américains. Personne ne sait si c'est juste un fantasme ou une vraie personne. C'est un agent secret soviétique opérant sur le sol américain
est vraisemblablement infiltré quelque part au plus haut sommet de l'État, une sorte de taupe ultime. En procédant ainsi, Bryce fait coup double. Il réduit le seul témoin du meurtre qu'il a commis au silence et met hors d'état de nuire le meilleur agent infiltré du camp soviétique, du moins officiellement. Nous avons aujourd'hui une occasion idéale de démasquer un agent soviétique sans aide extérieure, ce qui renforcera notre position face à la CIA. Mais il faut qu'un homme dirige cette enquête visant à faire tomber Yuri, un homme brillant et digne de confiance. Pritchard et Bryce désignent alors Tom Farrell, agent de liaison de Bryce et ami de longue date de Scott Pritchard. Ton travail consiste à nous aider à démasquer ce Yuri avant que la CIA ne comprenne ce qui se passe. Mais ce dernier sait pertinemment que cette histoire d'espion russe n'est qu'un écran de fumée puisque l'amant de Susan Atwell, c'était lui. Il sait aussi qu'il ne l'a pas tué alors que toutes les preuves vont fatalement le mener à lui-même. Tout le monde dira que justice a été faite. Sauf moi. Pour Tom Farrell s'engage alors une course contre la montre et contre la mort où chaque minute qui passe le désigne comme unique coupable tandis que le vrai meurtrier s'avère être celui qui a diligenté l'enquête. Tom, si tu as l'intention d'essayer de démolir David Bryce, je serai forcé de te faire mettre hors d'état de nuire une fois pour toutes. J'aime ta franchise. Outre le scénario aussi machiavélique qu'inspiré de Robert Garland, la musique à la fois lyrique et martiale de Maurice Jarre, la photographie magnifique de John Alcott, oscarisé pour Barry Lyndon de Stanley Kubrick, et à qui le film sera dédié car il décédera peu avant sa sortie, et la réalisation de Roger Donaldson, tour à tour classieuse puis plus nerveuse, épousant à merveille son sujet et le rythme de l'histoire, ce sont ces personnages qui font de ce film un petit bijou absolument inoubliable pour tous ceux qui l'ont vu. Tom, sois raisonnable, je ne t'ai pas tout dit afin de te protéger. Contente-toi de suivre les ordres, tu diras pour le mieux. Kevin Costner dans le rôle de Tom Farrell, cet homme qui se traque lui-même alors qu'il est innocent, est en très grande forme. J'arrête tout. D'ailleurs, la même année, il produira une autre performance d'exception en incarnant Elliot Ness dans Les Incorruptibles de Brian De Palma. Il forme avec Sean Young, l'interprète de Susan Atwell, un couple particulièrement beau, crédible et glamour. L'alchimie fonctionne à la perfection. Film merveilleux. Monsieur et Madame Smith. Un élan romantique. D'autant que l'actrice donne ici son maximum dans tout un tas de registres différents et avec subtilité. Gene Hackman prouve une fois de plus qu'il est un acteur exceptionnel et qu'il peut tout jouer. Mais reconnaissons que c'est dans ce genre de rôle, le salopard tout puissant, qu'il est bien souvent le plus mémorable. Je suis un vieil emmerdeur, mais elle a pour moi des faveurs qu'aucune autre femme n'a jamais eues. Will Patton est fabuleux d'ambiguïté et de réalisme dans ce rôle de conseiller d'un puissant, amoureux de son patron et préférant que tout un monde s'écroule plutôt que l'homme sur qui il est chargé de veiller y laisse des plumes, même si c'est ce dernier qui a lourdement fauté. Je veux sauver Bryce, quelles qu'en soient les conséquences, je te l'ai déjà dit. Une abnégation amoureuse pouvant paraître proche du cliché et magnifiquement portée par un Patton aussi manipulateur que détestable. Tu n'es qu'un idiot. Et toi, tu es fou. George Junza, qui sera le coéquipier de Michael Douglas dans Basic Instinct quelques années plus tard, est impeccable lui aussi dans le rôle d'un technicien du Secret Service en fauteuil roulant, ami de Farrell, mais risquant de prendre une mauvaise décision. Alors on se branche sur le programme. On essaie tout de suite. Notons aussi la présence d'Iman, mannequin américaine d'origine somalienne, qui deviendra la femme de David Bowie et qui incarne dans ce film Nina, la meilleure amie de Suzanne. Suzanne ne me faisait pas de confidence à propos de sa vie privée. Une scène particulièrement marquante montre d'ailleurs Tom Farrell venir à son appartement avec Pritchard, puis l'informer que Suzanne a été tuée par celui avec qui elle a passé le week-end. Une femme du nom de Susan Atwell est décédée. C'était une de vos amies? Oui, c'est exact. Nina, sachant qu'il s'agit de Farrell, mais lui ne pouvant pas dire à la jeune femme qu'il est innocent à cause de la présence de Pritchard. Nous pensons que son amant est probablement le meurtrier. Tout passe par les regards du pur génie. Merci, mademoiselle. Merci pour tout. Ce film est une plongée à la fois réaliste et hitchcockienne dans les arcanes de la politique à Washington, mais aussi au cœur des services secrets américains, avec tout ce que cela comporte de coups bas, de mensonges et de faux semblants. Je crois que tu l'as conquis. À la suite d'une simple histoire de coucherie, et pour couvrir un crime de sang causé par la jalousie amoureuse, un immense barnum est déclenché aux frais du contribuable américain, juste pour affaiblir l'autre camp, inculper des innocents et protéger sa petite personne d'éventuelles poursuites pour meurtre. David Bryce, c'est le nom que vous vouliez entendre? Il y avait aussi un autre homme. C'est cet homme-là que nous voulons. En se servant de son pouvoir et de tous les moyens mis à sa disposition par l'appareil d'État pour mieux se capitonner, produire des écrans de fumée et des diversions à son simple profit et au mépris de la loi. Qui est le deuxième homme? Un employé du Pentagone. Le paroxysme du cynisme allant même jusqu'à accuser d'un crime qu'on a commis un homme dont l'existence même est incertaine. Je crois pas que Yuri existe. Oh, il existe bel et bien. Oui, Tom. mais il n'a rien à voir avec le meurtre de cette fille, n'est-ce pas? Sens Unique va très loin dans la grandiloquence des moyens employés afin de couvrir un seul homme, mais reste réaliste et terre à terre dans sa description de l'âme humaine. Scott, cette fois, dis-moi la vérité. Car ici, il est question de politique, mais nous ne sommes pas dans House of Cards. David Bryce n'est pas un psychopathe. C'est un homme de pouvoir qui se croit tout permis, simplement au nom du pouvoir qu'il
qu'il détient. C'est très différent. J'étais avec un homme, elle refusait de l'admettre, j'ai perdu la tête. C'est son pouvoir qui lui donne les moyens de se protéger. Il abuse donc de ce privilège, même si c'est illégal. De plus, c'est Pritchard qui l'incite à ne pas se dénoncer par amour pour son patron, mais aussi par pure ambition personnelle. Parce que la chute de Bryce signifierait également la sienne. Il finira par regretter amèrement cette abnégation. C'est la même chose pour l'espionnage. Nous sommes ici plus proches de John le Carré que de Ian Fleming. C'est ici qu'on réceptionne les rapports. Certes, il y a du suspense et de l'action, un héros jeune et beau, une héroïne jeune et belle, un méchant avide et violent, un homme de main perfide, mais cela n'est qu'un apparat, un décorum au milieu d'une intrigue, d'un environnement et de personnages réalistes et fouillés. Car aussi haut qu'il soit placé dans la hiérarchie, quelle qu'elle soit, l'homme n'est qu'un homme avec ses bassesses et sa perfidie. Et Sens Unique est là pour nous le rappeler. Après les élections, les érections. Très drôle, chérie. C'est tout le génie et le brio de ce film qu'il faut voir de toute urgence si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Sens Unique. Je t'appelle dans la soirée. On fera l'amour au téléphone. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Il faut bien se trouver une raison de vivre. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.